Il ne faut pas se le cacher, nous sommes tous familiers avec les tireuses de cartes et les diseuses de bonne aventure. Mais il existe maintenant une nouvelle génération de médiums, des médiums haut-parleurs. Lorsqu'ils entrent en transe, les esprits parlent à travers eux. Et c'est l'actrice américaine Shirley MacLaine qui a fait connaître au grand public ce phénomène des médiums haut-parleurs dans son film L'amour-foudre. Des médiums qui prêtent leur corps et leur voix aux âmes de personnes mortes, il y en a des milliers à travers le monde. Parmi les plus connus, Ramtha, qui se réincarne dans le corps du controversé J.C. Knight. Il y a aussi Lazaris, qui se réincarne dans le corps d'un ex-agent d'assurance, Jack Purcell. Et aussi, il y a Mafou, dans le corps d'une ménagère de Los Angeles. Plus près de nous, Jan Bortz, un médium montréalais décédé récemment, pouvait, lorsqu'il entrait en transe avec l'aide d'esprits désincarnés, faire des diagnostics médicaux extrêmement précis. Et vous, pensez-vous qu'à travers une personne en transe, un esprit peut parler? Eh bien, ici, il n'y a personne qui a fumé. Par contre, il y a des gens qui croient qu'à travers une personne en transe, un esprit peut parler. D'ailleurs, Serge Grandbois, vous êtes ce qu'on appelle un médium haut-parleur. Vous prêtez votre corps à un esprit qui s'appelle... Chris. Ça fait combien d'années que vous lui prêtez votre corps? 7 à 8 ans maintenant. Et André Jeté, vous avez suivi des cours aux États-Unis avec des médiums haut-parleurs. Je pense que même vous avez dépensé pas mal d'argent, 10 000 $ il y a 2 ans pour aller apprendre un tas de choses. Et ça a valu la peine. Ça a valu la peine. Et vous étiez avec Ramtha, dont on a parlé, entre autres. C'est qui ces gens-là, Ramtha et Mafou, entre autres? C'est des entités qui ont un message très, très intéressant. En arrière d'un phénomène qui semble extraordinaire, il y a un message qui nous permet de changer la qualité de notre vie. Et c'est ça que j'ai appris. Alors, Ramtha et Mafou, c'est un peu Christ chez Serge Grandbois. C'est un phénomène qui est similaire, effectivement. Jean Bianchi, à Montréal, on a eu un médium haut-parleur très connu, Jan Bortz. Oui, on en a parlé au début de l'émission. Jan Bortz, c'est un anglophone de Beaconsfield, et puis il a une histoire un peu spéciale. À l'âge de 8 ans, alors qu'il jouait au basketball, il s'est cogné la tête sur un rebord de béton, et puis il a perdu la mémoire pendant 2 jours. Ensuite, lorsqu'il est revenu... Vous n'êtes pas frappé la tête, vous? Non, pas encore. Ça n'arrive pas à tous les médiums, ça. Alors, on s'est rendu compte qu'il avait perdu la mémoire, mais il n'était plus un enfant comme les autres. À l'âge de 18 ans, il va étudier la musique dans la région de Boston. Il joue, on dit, merveilleusement bien du violon, mais parfois il tombe endormi, mais ses doigts continuent à jouer la mélodie, comme si de rien n'était. Alors, si tout va bien, dans quelques instants, un esprit va entrer dans le corps de Serge Grandbois, qui deviendra un médium haut-parleur par le fait même. Et cet esprit-là s'appelle... Chris. Pour Christopher? Oui, c'est court pour Christopher. Oui. Et ça fait combien de temps que vous recevez cet esprit-là dans votre corps? De 7 à 8 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez déjà commencer à faire venir Chris, à l'appeler pour qu'on puisse lui parler? Oui, certainement. Il va y avoir une altération dans la voix et de la personnalité même. Ça prend seulement quelques minutes aussi. Alors, est-ce que vous voulez qu'on baisse les lumières? Non, c'est bien comme ça. J'aime ça que ce soit clair. Clair. Alors, on vous laisse... on attend, on vous laisse vous concentrer. Et nous vous remercions pour l'invitation. Vous n'avez qu'à demander ce que vous désirez pour le moment. Qui êtes-vous, Chris? Ce que nous sommes peut se comprendre en étant une forme énergie qui n'a pas de corps pour s'exprimer et qui, dans un partage et un échange, utilise le corps de cette personne pour vocaliser et s'exprimer. Pourquoi avez-vous choisi le corps de Serge Grandbois pour vous exprimer? Tout simplement parce que ses idées, sa philosophie de vie et sa perspective s'enlignent très bien avec notre vision de l'univers et nous travaillons bien ensemble. Où est l'esprit de Serge Grandbois pendant que vous l'habitez? Pour le moment, elle est à l'arrière-plan et elle s'occupe de ses petites besognes pendant que nous discutons avec vous.
Vous viviez il y a 200 ans. Pourquoi vous réincarnez-vous dans le corps de Serge Grandbois dans les années 80? Tout simplement parce que nous avons appris et nous nous sommes éduqués. Et cette éducation, nous désirons la partager avec les individus qui désirent écouter une philosophie alternative de la besogne de tous les jours pour s'enrichir. Et ça nous plaît de discuter avec les êtres humains. Est-ce que vous étiez plus heureux il y a 200 ans que maintenant, lorsque vous vous réincarnez dans Serge Grandbois? Le fait du bonheur est relatif à l'état d'esprit. Et dans ce moment, ça nous plaît d'utiliser le corps de Serge, tout comme nous ne sommes plus, d'utiliser le corps et l'expression d'un bon vivant il y a 200 ans. Est-ce que vous avez un message particulier à transmettre? Est-ce que vous avez une vision du monde bien différente de la vision que peut avoir Serge Grandbois? Ce que nous désirons partager avec ceux qui aiment la vie, c'est que vous n'êtes aucunement à la merci et vous n'êtes aucunement victime des événements et des circonstances, que vous avez en vous la pleine capacité et le potentiel d'améliorer et d'enrichir non seulement l'environnement matériel, mais aussi l'environnement psychologique, là où est la source de vie. Est-ce que Chris a des conseils à donner à nos téléspectateurs, par exemple, pour être plus heureux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous comprenons que le secret du bonheur est en fait la communication. Ce n'est pas seulement que de s'accaparer de biens matériels ou d'une vie de grande spiritualité, mais d'apprendre à communiquer, et non seulement avec son prochain, mais avec qui l'on est. Alors, on peut remercier Chris et faire revenir Serge Grandbois dans son... Certainement, c'est nous qui vous remercions. Alors, Serge, comment vous sentez-vous maintenant? Beaucoup mieux, merci. Oui. Ça prend beaucoup d'énergie? Non, au contraire, c'est une chose que je ne fais pas souvent, parce que ça me remplit trop d'énergie. Pourquoi vous avez fait ça à la télévision? Pourquoi vous avez accepté de faire ça à la télé? Parce que je crois que c'est pas nécessairement le phénomène qui est intéressant, mais le produit. Et puis, j'aime que les gens comprennent que c'est quelque chose aussi qu'eux peuvent faire. Il n'y a rien de mystique ou de mystérieux ou de secret dans ces choses-là. Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a des gens qui sont sceptiques et qui vont peut-être penser que ce sont des trucages? Je l'espère, du moins. Vous espérez que les gens le questionnent et se posent des questions. s'interrogent eux-mêmes sur le phénomène. Vous admettez le scepticisme? Je crois que c'est bien. Ouais. Et vous, êtes-vous sceptique? Il faudrait vraiment que je le voie en personne pour le croire. Je peux pas... à la télévision, ça peut être des trucages. Est-ce que vous auriez peur d'être manipulé par des médias bon-parleurs? Serge Grandbois, Chris qui entre en vous, peut peut-être manipuler les gens qui vont vous consulter, qui vont le consulter? Il y a toujours une possibilité que ça puisse se produire, mais je suis une personne intègre et je crois que mon intégrité devrait parler pour soi-même. Oui. Jean Bianchi. Oui, en fait, lors du procès, le juge Lessard, et puis ça a été la première fois dans les annales judiciaires, un juge a reconnu la médiumnité de Yann Bortz et même l'existence d'êtres désincarnés. Mais il a quand même conclu qu'il fallait être prudent. Il a quand même condamné Yann Bortz parce qu'il faisait des diagnostics médicaux. Exactement. Mais au moins, il y avait quelque chose de valable, d'après lui. Exactement. Croyez-vous que nos rêves, ou du moins certains de nos rêves, peuvent prédire l'avenir?
Ces histoires parfois bizarres qui hantent nos nuits ont-elles une signification ou sont-elles le simple fruit de notre imagination? Est-ce que nos rêves nous envoient des messages, des mises en garde que nous aurions avantage à prendre au sérieux? Peut-être vous est-il déjà arrivé de rêver qu'un parent meurt et que cette même personne décède quelques jours plus tard ou qu'il lui arrive un accident grave. Eh bien, si on analysait nos rêves, croyez-vous que nous pourrions prévoir l'avenir et même changer le cours des choses? Le rêve prémonitoire est un phénomène déroutant. Il n'y a aucune preuve scientifique pour l'expliquer, mais chose certaine, il existe. En voici quelques exemples. L'ancien président des États-Unis, Lincoln, rêve de sa propre mort. Il voit un cercueil exposé à la Maison-Blanche. Quelques jours plus tard, il est assassiné. Lors de la Première Guerre mondiale, Hitler, endormi dans une tranchée, rêve qu'il est enseveli sous une masse de terre. Il se réveille et s'éloigne de l'endroit. Quelques secondes plus tard, ses compagnons sont ensevelis dans la tranchée et meurent là où il avait dormi. Si Hitler n'avait pas eu de rêve prémonitoire, le cours de l'histoire aurait été changé. Eh bien, nos rêves prémonitoires ne changent pas toujours le cours de l'histoire, mais je pense que ça peut changer quelquefois notre vie. Madame Drouilly, vous êtes spécialiste des rêves, vous rêvez assez souvent. Combien de rêves prémonitoires par année vous faites? J'en fais 2 ou 3 ou plus, ça dépend. Et est-ce que ça a changé votre vie? Oui, plusieurs ont changé ma vie. Un en particulier, j'avais rêvé que mes 2 fils étaient dans le fleuve. Je les voyais passer, je ne pouvais pas les retenir, je n'ai pas compris. Et je m'en suis séparée quelques mois après, définitivement. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est un gros changement dans la vie. Un énorme changement, peut-être le plus gros de ma vie. Madame Weber, vous êtes grand-mère, vous rêvez à vos enfants bien souvent et je pense que ça vous inquiète. Oui, parce que les rêves dont je me souviens, les plus marquants, sont des rêves qui vont annoncer des événements graves. Donc, des rêves prémonitoires? Donc, oui. Vous n'aimez pas ça? Pas plus que ça, non. Non. Jean Bianchi, il y a quand même des rêves prémonitoires qui sont heureux, qui apportent richesse et gloire. Et même la gloire, oui. Justement. Vous connaissez Jack Nicklaus, le grand golfeur américain. Eh bien, on dit qu'il aurait reçu une façon particulière de tenir ses bâtons de golf, ses clubs, comme on dit, lors d'un rêve prémonitoire. Il a commencé à jouer de cette façon-là. C'est avant qu'il devienne célèbre, avant que ça fonctionne. Exactement. Et puis, il a commencé à jouer comme ça. Et puis, il a commencé à gagner. Il est devenu un grand champion. Et puis, plusieurs fois millionnaire, ce qui n'est pas à négliger. Alors, ce qui veut dire que les rêves prémonitoires, ça apporte quelquefois des solutions, quelquefois des mauvais présages. Et à vous, téléspectateurs, vos rêves, que vous apprennent-ils? J'ai rêvé que 3 fois mon voisin d'en face se faisait voler. Il s'est fait voler 3 fois. Puis j'ai rêvé qu'une de mes copines se faisait suivre en auto noir. Je me suis réveillée. Je l'ai appelée, je lui ai dit. Puis quand le lendemain, elle me rappelait en pleurant, s'était fait suivre par un auto noir. Comme une fois, j'ai rêvé que mon père était pour acheter un chalet. Puis il a acheté un chalet. C'est pas nécessairement un rêve concret que je vais faire, mais c'est quelque chose qui va vouloir dire quelque chose, puis ça va se passer effectivement. Eh bien, tout le monde semble faire des rêves prémonitoires. On parlait de Hitler, et je pense que Napoléon en a fait aussi. Exactement, René. Il y a Napoléon, la veille de la bataille de Waterloo, il a rêvé à un chat noir qui se promenait entre les deux. Je croyais que la veille, il n'avait pas réussi à dormir, mais ça n'a pas l'air. Pardon? Je pensais que la veille de la bataille, il n'avait pas réussi à dormir, mais il avait dormi. Napoléon était réputé pour pouvoir dormir n'importe où, n'importe quand. Alors, dans ce rêve-là, il a rêvé qu'il y avait un chat qui se promenait entre les deux armées, un chat noir. Et ensuite, son armée était défaite. Effectivement, le lendemain, il a eu son Waterloo. Donc, en plus, le chat noir lui avait porté malheur. Peut-être, oui. Parce qu'on dit que ça porte malheur, les chats noirs. Oui, mais ça fera l'objet d'une autre émission. Madame Drouilly, vous avez rêvé, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, à votre dentiste. Oui. On peut le dire? Oui, il n'y a pas de problème. Bon, votre mari ne sera pas fâché. Non. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé auprès de votre dentiste? Bon, alors j'ai rêvé que j'allais chez le dentiste et que j'arrivais, il y avait plein d'eau, j'avais de l'eau à peu près jusqu'à la taille, et il m'ouvrait la porte de son cabinet, et au lieu de me dire bonjour, il y a eu un flot d'eau qui sortit de sa bouche. Alors, j'étais très, très étonnée. Et à 8h30, j'ai appelé la secrétaire qui m'a dit, je lui ai dit, bon, est-ce que le dentiste est là? Je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Il m'a dit, il devait rentrer. Il n'est pas rentré. Il est sur son bateau, comme vous savez, il est parti faire un voyage. Et en fait, le dentiste est rentré 2 jours après. Et il a été très étonné par ce rêve parce qu'ils ont été très malades et ils ont eu une tempête, un mauvais temps. Et la première fois de sa vie qu'ils ont vraiment eu peur. Et effectivement, ils étaient droits, ils ont vomi beaucoup.
Et ça l'a beaucoup frappé parce qu'au début, il n'y croyait pas tellement au rêve prémonitoire. Et depuis cette histoire-là, disons, il est resté très sensibilisé. Madame Weber, vous rêvez à vos enfants. Je pense qu'il y a eu 2 cas bien précis de rêve prémonitoire. Oui, oui. Le premier, j'ai rêvé que j'avais un petit chien, un genre fox terrier, qui me courait autour. Et je voulais absolument attraper ce petit chien pour lui enlever quelque chose qu'il avait dans le ventre. J'arrivais pas à l'attraper. En tout cas, ça me fatiguait bien, mais finalement, je réussis. Et un de mes fils, le plus jeune, habitait sur la rive sud avec des copains. Et on reçoit un coup de téléphone à 6 heures le matin. Et nous demandant de venir le chercher parce qu'il n'était pas bien. Il fallait probablement qu'on l'emmène à l'hôpital. Ce qu'on a fait, on est allé le chercher, on l'a emmené à l'hôpital. Et à l'hôpital, il a été examiné et le chirurgien l'a fait rentrer de toute urgence en salle d'opération pour une appendicite avec début de péritonite. Et une autre fois, je pense qu'il est arrivé quelque chose à un de vos fils. Et encore le même fils qui faisait du parachutisme. Et j'ai rêvé qu'il descendait en parachute. Et le parachute ne s'ouvre pas, mais il se raccroche au pont. Et quand je me suis réveillée le matin, et les 2 fois d'ailleurs, quand je me suis réveillée le matin, je me suis dit, bon, il est arrivé quelque chose, mais c'est pas grave, parce que la première fois, j'ai réussi à enlever le chose dans le ventre du petit chien. Et la deuxième fois, mon fils s'était rattrapé au pont. Donc, j'étais rassurée, mais je savais chaque fois qu'il s'était produit quelque chose. Mais comment on se sent le matin lorsqu'on se réveille et qu'on a rêvé à des choses semblables? Est-ce que vous dites, ah, c'est des rêves, on oublie ça? Ou si vous... Ah non, non. Dans mon cas, en tout cas, moi, ça m'impressionne. Je dis, bon, c'est évident que je sais, avec ce rêve-là, qu'il s'est passé quelque chose. Ça, je le sais automatiquement. Mais est-ce qu'on rêve exactement... On rêve pas exactement ce à quoi on s'attend. Là. C'est pas vraiment... Il y a des variantes, là. C'est peut-être particulièrement intéressant, c'est que quand les gens vous disent « Ah, ben tiens, il est arrivé telle chose dans ma vie, je l'avais rêvé », je suis très sceptique. Je ne pense pas du tout que c'est prémonitoire. C'est une reconstruction que font les gens. Les rêves prémonitoires, les vrais, se présentent de façon symbolique et c'est totalement... on ne sait pas ce qui arrive. Par contre, on a vraiment le sentiment que c'est prémonitoire, comme le dentiste, parce que on a le besoin impératif de vérifier. Ça fait fou d'appeler la secrétaire, dire, bon, et le dentiste. Mais c'est souvent ce qui arrive. Les gens, le rêve paraît un peu fou, bon, le petit chien, où il arrive quelque chose d'assez étrange, et on a besoin de vérifier. On ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose qui nous dit qu'effectivement, ça annonce. Mais pourquoi un chien? C'est bizarre. Oui, moi, mes enfants, mon mari, c'est toujours des chiens. Sauf le cas du parachute, là, où vraiment c'était... mais chaque fois, c'est des chiens. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Oui, souvent, on substitue parce que on a... comme souvent, c'est prémonitoire. Alors, au lieu de de faire entrer en jeu la personne qui nous tient à cœur, on substitue cette personne qu'on aime bien et on la remplace par quelqu'un le petit chien ou le chat. C'est souvent des animaux domestiques à qui il arrive un incident plutôt que nos proches parents, parce que c'est des rêves qui sont reliés aux gens qu'on aime. C'est beaucoup moins brutal. Jean Bianchi, je pense qu'on parlait de rêves prémonitoires qui se réalisent plus ou moins dans les faits réels, mais je pense que dans le cas de Sugar Ray Robinson, c'est exactement ce à quoi il avait rêvé. Oui, en fait, on reste un peu dans le monde du sport. Tantôt, on parlait de Jack Nicklaus. Maintenant, on va passer à la boxe. En 1947, il y avait un championnat des poids moyens avec Sugar Ray Robinson contre Jimmy Doyle. En fait, la veille, Sugar Ray Robinson fait un rêve dans lequel il voit qu'il combat Jimmy Doyle, lui assène 2 coups, un à la mâchoire, un à l'estomac. Jimmy Doyle tombe à la renverse, se cogne la tête sur le plancher du ring et reste comme ça, les yeux fixés sur Sugar Ray Robinson. La foule se met à crier « Il est mort, il est mort !» et Sugar Ray Robinson se réveille. Alors là, il contacte son entraîneur, il contacte l'organisateur du match. Il demande à ce qu'on abandonne le match, à ce qu'on l'annule. Les gens lui disent « Voyons donc, les rêves prémonitoires, ça n'existe pas. » Alors, on le pousse littéralement sur le ring. Lui, il ne veut pas combattre. Alors là, le match commence quand même, et puis 7 rounds se poursuivent.
Et puis, rendu au 7e round, Sugar Ray Robinson a l'occasion de donner 2 bons coups à Jimmy Doyle, qui effectivement s'écrase sur le ring et tombe dans le coma à ce moment-là. Il est mort le lendemain. Alors, c'est vraiment un rêve prémonitoire qui est resté dans les annales de l'histoire du sport. Est-ce que c'est du hasard? Je pense pas qu'on puisse donner une réponse vraiment carrée et coulée dans le béton. Alors, il y a une réponse que nous allons avoir de Daniel Deslauriers, qui est président du Centre d'études des rêves de Montréal et qui, pour lui, répond à la question, est-ce du hasard, est-ce de la science? Au niveau de la science, on peut dire oui, ça peut être un effet juste de hasard. Mais quand le hasard se répète, on ne sait pas comment l'expliquer. Rêver, je trouve que ça fait du bien, ça laisse l'esprit... ton esprit est soit tranquille, très agité, ça te laisse aller dans un monde que tu peux pas aller dans le réel ici sur Terre. Bien, c'est parce que pendant la journée, il faut que tu aies une activité, fait que tu joues, tu danses, tu fais ce que tu veux. Fait que pendant la nuit, il faut que tu rêves parce que sinon, ça va être plate. Oui, ça va être plate. Bien, je pense que c'est essentiel. Oui, est-ce que c'est essentiel? Est-ce que ça sert à quelque chose, les rêves prémonitoires? Parce que ça perturbe, mais au moins, il faut que ça serve à quelque chose. Mais pour moi, ça confirme des pressentiments, des intuitions que j'ai le jour et auxquelles je ne prête pas trop attention. Et ça me sensibilise beaucoup aussi à certaines émotions et certaines... comme la télépathie, par exemple. Mais est-ce que ça sert d'avertissement? Est-ce que vous, Mme Weber, par exemple, ça vous a servi de savoir que vos fils avaient eu des accidents? Bien, oui, c'est déjà fait. Oui, mais c'est certain, ça me rassure. Dans les cas que j'ai rêvés, ça m'a rassurée parce que je savais que les enfants s'en sortaient, en fait. Ah bon, c'est le côté positif. C'est ça. Aux catastrophes comprises. Oui, c'est ça. Puis ça nous fait voir une situation qui a existé, mais on la vit finalement après coup. Je pense que c'est rassurant finalement. Je pense qu'il y a des effets thérapeutiques, si on peut dire, ou au moins ça peut servir à la médecine d'une certaine façon. René, en Russie, où on s'intéresse beaucoup à la parapsychologie, il y a un savant qui s'appelle Vassili Kazatkin. On l'appelle aussi le collectionneur de rêves, parce que lui, il s'intéresse aux rêves et les répertorie, si vous voulez, et il les classe. C'est un savant et un médecin aussi, et puis parmi ces exemples, il y avait un étudiant qui faisait toujours le même cauchemar. Il était immobilisé par un gros serpent, un python. Et puis, 1 an plus tard, on a diagnostiqué une grave tumeur à la moelle épinière. Ensuite, il y avait une femme qui rêvait toujours d'être écrasée sous une grosse masse de terre. Puis elle n'arrivait plus à respirer. 3 mois plus tard, on lui a diagnostiqué une tuberculose. Alors, Vassili Kazatkin arrive à la conclusion que le cerveau peut déceler la maladie bien avant qu'elle se produise. Et ainsi, les rêves prémonitoires servent de moyen de diagnostic. Est-ce que vous croyez à ça? Oui, beaucoup. Oui. Mais est-ce que ça peut changer, ça peut changer le cours des choses? Disons que vous rêvez que votre fils qui s'en va en voiture aura un accident. Est-ce que vous dites, hop, n'y va pas? Oui. Moi, ça m'est arrivé, en tout cas, de rêver qu'un de mes fils aurait un accident de bicyclette et de lui demander de ne pas prendre sa bicyclette. D'ailleurs, il m'a écouté. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou non? Je ne sais pas. C'est très non, c'est un avertissement. Oui, je pense que oui. Et puis, ça évite des conflits aussi dans la vie de tous les jours. Quand on rêve, on fait un rêve d'une bonne engueulade avec quelqu'un, ça nous prévient, finalement. On va peut-être pas la faire, on va peut-être pas rompre après le rêve. On va être beaucoup plus sur nos gardes. On va peut-être prendre plus le temps de réfléchir aux problèmes qui se posent avec cette personne plutôt que d'attendre que les choses arrivent. Donc, c'est comme ça qu'on acquiert de la sagesse. Oui. Plus on fait de rêves prémonitoires, plus on acquiert de sagesse. C'est préventif, dans le sens un peu aussi médical, disons, psychologiquement, ça évite bien les conflits, souvent. Comment se fait-il qu'il y en a qui n'en font jamais des rêves prémonitoires? Moi, je crois que tout le monde en fait, peut-être moins souvent, ceux qui n'y croient pas, mais ils ont l'impression qu'ils n'en font pas parce qu'ils ne prêtent pas du tout attention à ces phénomènes. Ils pensent que tout est sous contrôle et que la vie est régie par le conscient, donc ils laissent une grande partie très importante de leur vie. Par contre, comment sait-on que c'est un rêve prémonitoire? Parce que
On rêve tous que, je sais pas, notre mère est malade, que notre ami a un accident de voiture. Ça se passe pas. Vous rêvez que vous avez un accident d'avion, ça se passe pas. S'il fallait qu'on écoute tout ça, on ferait plus grand-chose. Comment peut-on savoir que c'est un véritable rêve prémonitoire avant que ça se passe, bien sûr? Je crois que la plus grande constante, c'est le besoin de vérifier immédiatement. Alors, on prend son téléphone ou on va voir la personne et on vérifie. C'est peut-être ce qui revient le plus. Oui, mais si je rêve que je vais prendre l'avion puis il va y avoir un accident, qu'est-ce que je fais? Je prends pas l'avion? Non, mais c'est accompagné d'un sentiment étrange de quelque chose qui va arriver. On est sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être pas exactement comme dans le rêve. Alors, on va vérifier. Je crois que c'est ce qui revient le plus dans les récits de rêves prémonitoires. On le sait vraiment. Oui, et ça arrive le plus souvent avec des gens qui sont très proches émotionnellement de nous. Donc, ça n'arrive pas avec les voisins, tous les gens qui nous entourent. C'est vraiment avec des gens avec qui on est très liés. Oui, parce que, je m'excuse, mais moi, je rêve beaucoup. Mais quand c'est un rêve prémonitoire, je le sais que c'est un rêve prémonitoire. Mais ne me demandez pas pourquoi, je le sais, c'est tout. Ça, je le sais, je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut les susciter si moi, je veux savoir, je planifie un voyage, puis là, je vais dire, bon, là, ce soir, je vais me coucher, je vais essayer de rêver là, à ça, puis peut-être que la prémonition là, va me dire, n'y va pas. Est-ce qu'on peut susciter le rêve prémonitoire? Moi, je ne crois pas. En fait, ça arrive souvent par hasard, René. C'est pas qu'on arrive à... Il y a des recherches qui ont été faites dans ce sens-là. On n'arrive pas nécessairement à les créer de toutes pièces. Là, on ne peut pas les provoquer. Non, je ne pense pas. Et comment se fait-il que c'est la plupart du temps des catastrophes? C'est rarement des choses heureuses. Je sais qu'il y en a des choses heureuses, mais c'est la plupart du temps des catastrophes. Moi, je crois que parce qu'on est, l'angoisse de l'inconnu, la mort en particulier, c'est ce qui nous touche le plus, et qu'on a tendance à refouler le jour, et qu'on est beaucoup plus, les portes sont beaucoup plus ouvertes la nuit, on laisse aller, disons, nos angoisses qui touchent effectivement les gens qui nous entourent. Et alors, on a comme une possibilité de voir des choses qu'on ne veut pas voir le jour. C'est peut-être une chance qu'on se donne de pénétrer dans un monde, justement, qui n'est pas sous contrôle. Mais je pense que vous n'avez pas fait que des rêves dans lesquels il y avait des catastrophes. Moi, non, mais je crois qu'en général, les gens font beaucoup plus de rêves de catastrophes. C'est la mort, disons, la maladie et les accidents. C'est ce qui revient le plus souvent. Moi, personnellement, je pense que je fais plus des rêves, en général, oui, des rêves heureux que malheureux. Alors, quand vous en faites un malheureux, c'est que c'est vrai, c'est vraiment prémonitoire. Oui, la plupart du temps, oui, c'est vraiment, puis ça arrive, mais ça n'arrive pas exactement comme parce qu'on a toujours tendance à penser que les rêves prémonitoires, c'est exactement ce qui va arriver. C'est beaucoup plus symbolique. Est-ce qu'on se sent responsable? Parce que moi, je rêve que demain, vous avez un accident, vous allez mourir, et effectivement, il vous arrive quelque chose, ou inversement. Si ça arrive, on n'a pas l'impression que comme si on avait jeté un sort, on ne se sent pas coupable, responsable? Moi, je ne me sens pas coupable, mais ça m'arrive de téléphoner. Comme le dentiste, par exemple, j'ai appelé. Oui, mais vous n'avez pas l'impression que c'est un sort que vous jetez? Non, pas du tout. Non, vous ne sentez pas responsable? Pas du tout. Vous ne sentez pas responsable si vous rêvez qu'il va m'arriver quelque chose? Moi, ça m'arrive très peu souvent, René, je dois l'avouer, d'avoir des rêves prémonitoires. Ouais. Eh bien, d'après Daniel Deslauriers, le président de l'association des... je ne dirais pas des rêveurs, là, mais le président du Centre d'études des rêves de Montréal, lui, croit que ça peut créer un sentiment de culpabilité. Les gens vont se croire responsables de ce qui arrive dans les rêves prémonitoires, surtout si, effectivement, les prémonitions se réalisent. Par exemple, une personne rêve que quelqu'un tombe malade, et effectivement, cette personne-là tombe malade. J'ai eu des gens qui m'ont demandé, est-ce que c'est moi qui l'ai rendu malade? Non. Alors, il y a des gens qui peuvent se sentir coupables du fait d'avoir eu ce genre de rêve-là. Et oui, pourquoi ne faites-vous pas de rêves prémonitoires? Pourquoi ce ne sont pas tous les gens qui en font? Eh bien, si on est moins disponible, si on joue moins avec son inconscient, si on est moins émotif, moins intuitif, moins, disons... moins ouvert, disons, à ce genre de phénomène, c'est sûr qu'on bloque et puis on laisse échapper cette partie de nous-mêmes. Donc, les gens qui sont retenus ne font pas de rêves prémonitoires? En font très rarement. D'après vous, Mme Weber, est-ce qu'on fait des rêves prémonitoires lorsqu'on vit des périodes bien particulières? Oui, probablement. J'en ai fait un lors d'un changement de situation de mon mari, qui partait en Ontario, à Ottawa exactement.
Et j'ai rêvé un chien encore qui était blessé, c'est ça, et que je soignais, mais je n'étais pas inquiète parce que c'était pas grave. Et un journaliste m'a appelé pour m'avertir que mon mari avait eu un accident. Et j'ai répondu au journaliste, je le sais. Et le journaliste dit, comment vous le savez, on vous a déjà prévenu? Je dis, non. Et évidemment, c'était assez comique comme... Et c'était lors d'une période un peu particulière. Oui, c'est ça, un changement de situation. Est-ce que c'est bon d'écrire ses rêves? C'est absolument nécessaire, oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des banques de rêves, Jean Bianchi. Hein? C'est vous qui avez trouvé ça, là? Où peut-on aller déposer ses rêves? Je ne sais pas si ça peut intéresser. Intérêt quotidien. Mais en fait, il y en a partout maintenant, dans toutes les grandes villes. Il y a des registres centrales des rêves où on invite les gens à écrire leurs rêves supposément prémonitoires. Il y en a à New York, il y en a à Toronto, il y en a même un à Montréal. Et puis, on classe les rêves prémonitoires par différents thèmes, là, comme les rêves qui ont rapport à la politique, aux catastrophes, aux personnalités célèbres, aux crimes et aussi aux événements heureux. Puis, on s'est rendu compte que parmi tous ces rêves-là, il y en avait à peu près 3 % qui étaient réellement prémonitoires. Pensez-vous avoir déjà vécu dans d'autres vies? C'est le cas, entre autres, de Gilles Gratton. Vous êtes maintenant homme d'affaires. Alors que vous étiez gardien de but, un des meilleurs au monde, semble-t-il. Alors que vous étiez gardien de but, on vous lançait des rondelles pas mal. Hein? Est-ce que pour vous, là, ça coïncidait avec... vous deviez payer une dette pour une mauvaise vie antérieure? Mais j'avais dit à un journaliste que dans une vie passée, j'avais lapidé des gens dans le temps du Christ. Mais je le disais en face, mais au fond, j'avais des souvenirs de ça. Mais semble-t-il, par contre, que vous avez déjà dit à votre entraîneur, John Ferguson, ce soir, je peux pas jouer. Et puis ça, c'est à cause de vies antérieures, toujours. Oui, j'avais dit que dans une vie en Espagne, j'avais mangé un coup d'épée dans le ventre, puis que cette journée-là, j'avais trop mal au ventre pour jouer, mais c'était plutôt pour le taquiner. Mais j'avais quand même des souvenirs de ça. Bon, mais déjà, c'est ça, déjà, vous pensiez avoir vécu dans d'autres vies. J'avais des souvenirs. Puis vous y croyez. Ah oui. Lisa Carducci, vous êtes professeure de français au secondaire. Je pense que votre premier flash, vous l'avez eu très jeune. Votre premier flash de vie antérieure, c'était à Mont-Roland. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on est allé habiter à Mont-Roland. J'ai amené ma petite sœur à un endroit. J'ai dit, viens, je vais te montrer quelque chose que j'ai fait. Et j'avais effectivement poussé un nœud dans le bois. Le morceau était sec et c'était tombé, ça avait creusé un trou. J'ai dit, regarde, c'est moi qui ai fait ça. Ma mère me dit, mais c'est absolument impossible. C'est la première fois qu'on vient ici. Alors, c'est le premier flash qui m'est resté d'avoir vécu avant cette vie. Et ça s'est développé depuis? Oui, par beaucoup d'expérience. Placide Gabourey, vous êtes sage, je pense, oui. Un savant. Vous avez passé votre vie à étudier et à chercher toutes les vérités. Oui, ça c'est vrai. C'est quoi pour vous les vies antérieures? Bien, pour moi, il n'y a rien d'explicable dans le présent, sinon parce qu'il est arrivé avant. Mais même dans notre vie ordinaire, hein, quand on fait quelque chose aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait quelque chose hier qui influence ce qu'on a fait aujourd'hui. Dans ma propre vie, moi, j'ai pas eu l'expérience d'avoir vécu, mais je sais qui j'étais. Mais quand j'ai écrit un livre, par exemple, j'ai l'impression que c'est une sagesse que j'avais avant, qui s'empare de moi à ce moment-là. Ça, c'est très clair. Et vous, téléspectateurs, est-ce que vous aimeriez avoir vécu des vies antérieures? Ensuite, j'ai vécu au temps des barbares, au 10e siècle, plutôt. Et là, j'étais un esclave. Et elle m'a dit aussi que c'était en rapport avec ma peur du sang que j'ai présentement, car je suis mort la tête coupée. Ensuite, j'ai été un roi d'un petit pays, je sais pas lequel. Et dans cette vie-là, il paraît que j'étais très intransigeant. Et c'est ça, je devais cultiver beaucoup de tolérance vis-à-vis des gens aujourd'hui. Mais des fois, j'ai un fantasme que j'ai déjà vécu au Moyen-Âge, mais c'est pas sérieux. Et pour vous, téléspectateurs, c'est sérieux, ces histoires de vies antérieures? Je pense que pour vous, Gilles Gratton, c'est sérieux. Oui, je me souviens, je peux parler de mes 5 dernières. Au 12e siècle, j'étais pirate. Au 14e siècle, j'étais un moine errant en Inde.
Au 17e siècle, j'étais un riche propriétaire terrien en Espagne. Au 18e siècle, j'étais un prêtre espagnol. Et au 19e siècle, j'étais un chirurgien anglais qui vivait en Allemagne. Est-ce qu'il y avait un lien entre ça, ou d'après toi? Est-ce que tu voyais qu'il y avait des choses qui se répétaient? Ou... Dans ces vies-là? Oui. La richesse, disons. J'avais pas mal d'argent à travers ces vies-là. Et vous avez été pas comme moine errant, mais après. Là. Vous avez été moine et prêtre, il y a l'aspect religieux. Il y a moine et prêtre, puis la plupart de mes voyages, je les ai faits en Espagne puis en Inde. Vous aussi, je pense que vous avez été religieux déjà dans une vie antérieure. Oui, j'ai été un évêque qui n'était pas très commode, qui n'était pas très bon, en fait, et qui méprisait les Jésuites. Les Jésuites, une congrégation, et qui les a persécutés. Et moi, je suis revenu pour réparer ça. J'ai payé ma dette aux Jésuites, en fait, pendant 34 ans. Je trouve que c'est assez suffisant. et je suis resté pauvre, puis lui, il était très riche. Alors, je suis resté pauvre pendant longtemps. Alors, j'ai payé ma dette sur ce plan-là. Et vous, Placide, vous n'avez vécu qu'une seule vie antérieure? Non, j'ai vécu plusieurs vies, mais c'est la plus importante. Lisa Carducci, vous avez vécu combien de vies? Moi, j'ai connaissance de 9 jusqu'à maintenant, mais j'ai été 2 fois, je suis certaine d'avoir été un homme. Une fois, j'étais peintre, ça devait être vers le 13e siècle. Et une autre fois, j'étais... Vous faites de la peinture maintenant? Oui, je fais encore de la peinture. J'étais un homme aussi, je ne sais pas si j'étais riche ou politiquement important, mais au moment où j'étais sur mon lit de mort, il y avait des gens qui attendaient cet événement-là. Il allait se passer quelque chose au moment où je mourrais. Je suis mort à l'époque probablement une tumeur du fémur. Et au moment de la régression, pour retrouver cette vie antérieure-là, j'ai revécu cette douleur immense, intense. C'était très, très, très douloureux. Ce qui veut dire que dans toutes vos vies intérieures, vous aviez mal aux jambes? Dans toutes mes vies antérieures, oui. Est-ce que c'est encore actuel, ça? Encore dans cette vie, oui. Je suis Donc, née c'est quelque avec chose un mal de jambes et je continue aujourd'hui. Parce qu'on voit ça dans les études qui ont été faites, que ça a toujours tendance à se répéter. Le scénario se répète tout le temps. Tant qu'on n'a pas trouvé pourquoi. Exactement, la source, et qu'on a guéri, dans le sens qu'on a guéri dans son âme, hein, dans son attitude, ce qui était la source, la cause de ces déviations, ces douleurs-là. Gilles Gratton, de toutes vos vies antérieures, laquelle a été la plus importante pour vous? Celle au 17e siècle, j'ai vécu en Espagne. Et puis, dans cette vie ici, ma femme vient de Montréal comme moi, et je l'ai rencontrée en Espagne. Quand je l'ai rencontrée, tout de suite, j'ai eu des souvenirs qui faisaient surface. Puis c'est comme si c'était quelqu'un que j'avais déjà vu, puis les souvenirs montaient. Et puis en méditation, une journée, je me suis couché après la méditation pour continuer à méditer. Puis là, j'étais comme transporté dans un autre lieu. J'étais couché dans un lit, j'étais un vieillard, puis il y avait 2 femmes à côté de mon lit. Puis la première femme, c'était ma fille, puis la deuxième femme, c'était ma petite fille. C'était mes derniers instants, c'était mon lit de mort. J'avais les cheveux blancs, puis c'était en Espagne. Tout ça, ça se passe au niveau de l'intuition. Il n'y a pas de mots qui se disent « on sait », c'est tout. En Espagne, vous avez vécu à 2 époques, là. C'est à quel moment, ça? Ça, c'est le 17e siècle. Là, vous étiez à ce moment-là un riche propriétaire? Oui. Puis mes dernières pensées, c'était du remords de ne pas avoir bien traité ma fille et ma petite fille. Parce que ma fille avait marié quelqu'un que j'approuvais pas. Puis peu de temps après son mariage, elle est revenue au bercail. Puis je l'ai envoyée vivre loin sur ma terre, dans une petite maison. Puis je lui ai donné seulement juste assez pour vivre. Puis elle avait beaucoup d'amertume envers moi. Et puis, sur mon lit de mort, je vis ça. Puis je me dis que si j'avais à refaire ça, je leur donnerais beaucoup plus d'amour. Puis je leur donnerais beaucoup plus matériellement. Puis dans ce vie ici, je suis revenu avec ma fille. Oui. Mais tu es né avec le remords, probablement que tu as remporté ça de l'autre vie, hein, parce que c'est ça qui se passe habituellement. Oui, mais quand j'ai vu ma femme pour la première fois, c'est ça qui a monté. Je l'ai emmenée dans tous les magasins en Espagne, puis j'ai acheté, je pense, 3 000 $. Mais qu'est-ce qu'il y avait de spécialement espagnol dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a comme inspiration espagnole? Parce qu'il y a des souvenirs, je sais pas quoi, ou des... Par exemple, l'attrait pour les taureaux, je sais pas quoi. Quand j'étais petit... Ou le sang, il faut dire que vous avez déjà reçu une épée... Oui, ça c'était... Du temps du Christ, ça? Non, c'était en Espagne aussi. J'avais reçu une épée. Donc c'est peut-être une relation avec les taureaux, là. Oui. Mais... Étais-tu un toreador ou quelque chose? Non, j'étais un propriétaire de terre. J'étais riche. Mais moi... peut-être des taureaux. Peut-être. Mais j'ai essayé... Ma femme, c'est que je suis venu dans ce vie ici, c'est pour prendre soin de ma femme et ma fille. Ben, je m'en suis pas occupé dans ce vie. Parce que c'était ta dernière pensée, puis c'est toujours celle-là qui tend à se réincarner. Puis je l'ai vécu intensément. C'est drôle ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de coïncidences avec quelque chose que j'ai vécu. Moi aussi, j'ai vécu en Espagne. J'étais une gitane
Et je soignais les gens avec des herbes. Et c'était au temps de l'Inquisition. J'ai été brûlée sur un bûcher. Et je vivais à ce moment-là avec un Espagnol très riche. Et on m'a enlevé à lui, à son insu, pour me brûler. Est-ce que tu as peur du feu? Lui, il a des remords de ça, de ne pas avoir su me protéger. Il revient constamment dans mes vies subséquentes à cette époque-là. Il me protège. Il me surprotège même dans les vies. Est-ce que c'est vrai que tu as peur du feu? Je n'ai pas peur du feu. Parce que souvent, quand on meurt dans le feu, on a peur du feu, ou dans l'eau, on a peur de l'eau. J'ai été étranglée, j'ai été étouffée, j'ai été empoisonnée, j'ai eu la tête tranchée, j'ai été brûlée. J'ai eu plusieurs morts violentes. Donc, vous avez été prostituée, je pense. Oui. J'ai été fille à matelot et c'est justement sur un bateau qu'on m'a étranglée. Et Gilles était pirate, c'est pas vous qui auriez fait ça par hasard? Je pense pas. Moi, c'était au début de la colonisation, en venant en Amérique ici. Et vous, qui avez-vous été dans une vie antérieure? Qu'est-ce que ça change dans votre vie de penser que vous avez déjà vécu avant? Moi, je trouve que c'est plus agréable de vivre comme ça parce qu'on sait qu'on a un temps infini devant soi et qu'on a plein de choses de possibles dans sa vie, dans celle-là, dans celle qui était déjà et dans celles qui viendront peut-être. Puisqu'il y en a avant, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas après. Et oui, vous, Gilles Gratton, est-ce que ça arrange votre vie d'avoir vécu des vies antérieures? Ça a changé beaucoup de choses. Je veux dire, même quand j'étais jeune, tout petit, j'avais des souvenirs. Mais chaque fois que j'ai une relation avec quelqu'un, soit avec, surtout avec ma femme et ma fille, ou avec mes parents, chaque fois que j'ai une relation avec quelqu'un, je peux voir le passé. Puis des fois, si on a de l'agressivité envers quelqu'un, on peut voir dans une vie passée pourquoi on est agressif. Puis là, on peut donner plus d'amour à cette personne-là. Souvent, une personne, on va l'aimer tout de suite. Ça, c'est toujours des vies passées. Toutes nos relations. Moi, ça a changé toutes mes relations avec les gens. Tu finis par pardonner beaucoup plus on pardonne beaucoup. Facilement, ou bien tu as le goût d'aller vers autrement. Tu sais que les problèmes seront toujours là. Hein? Quand on sent une négativité envers une personne, si on peut la contempler d'où ça vient, là, on peut donner de l'amour à la place, puis ça arrange, ça balance la relation. C'est comme si ça dissipe le passé. Il n'y a plus de passé. Hein? Le passé s'en va à ce moment-là. Ça rend meilleur. Ça rend meilleur. Moi, ça m'a beaucoup rapproché de Dieu. Et puis, ça a apporté un sens à la vie. À un certain moment, je me suis interrogée sur la disparité de toutes mes vies. Je me suis dit, il y a sûrement un fil conducteur entre tout ça. Et puis, au moment où je l'ai trouvé, je suis toujours un agent d'évolution pour une personne qui est près de moi. Parfois à travers de très, très grandes souffrances pour moi et pour l'autre aussi. Tu sens plus lié aux personnes, hein? Oui, ça crée, c'est sûr, le lien se solidifie puisqu'il existait déjà. Et puis, ça apporte énormément de sérénité. De sérénité, parce qu'on sait où on s'en va, on sait que la vie a un sens. Ce qui était avant a amené à ce qu'on est aujourd'hui, puis on s'en va vers quelque chose. Alors. Mais d'une certaine façon, ça vous arrange pas de croire aux vies antérieures, en ce sens que vous êtes résigné plus facilement, ou vous dites si ça va mal, ben ça va aller mieux dans une vie future. Non, c'est pas ça, ça serait de la passivité. Non, je vois pas du tout ça comme ça. C'est, au contraire, moi, en tout cas, je peux te dire ce que ça me donne, c'est, elle parlait de sérénité, d'une sorte de paix. Mais tout d'abord, le sens de la responsabilité. C'est toi qui es responsable de tout ce qui t'arrive. Et ça, c'est très fort à un moment donné. Deuxièmement, on a à faire, puis on attend, comme le semeur qui met la semence en terre. Tu peux pas accuser personne. C'est mes parents, c'est le clergé, c'est le gouvernement, c'est les péquistes. Tu peux pas... Donc, tu peux pas accuser personne. C'est la panacée universelle. C'est toujours toi qui est derrière ça. Et ça devient très fort à un moment donné. Tu peux pas y échapper. C'est fini. C'est toi. Oui, mais à quelle vie, là? Gilles, vous avez vécu 5 vies, vous aussi. Est-ce que c'est la 3e vie qu'on atteint ou la 4e vie? Non, j'ai vécu beaucoup plus que 5 vies. Oui, mais je veux dire, à quelle vie on devient serein et sage et tout, là, comme vous l'êtes? Mais je me demande, je ne veux pas répondre pour toi, mais j'ai l'impression que c'est pas tellement telle vie, mais que c'est qu'une attitude qui se dégage, une connaissance qui se dégage de ça. Tu sais, c'est une connaissance. Ça. Oui, mais ce que je veux dire, dans la vie antérieure, là, votre vie antérieure, vous étiez moins serein que vous l'êtes maintenant et vous serez plus serein dans la vie future, c'est ça? Est-ce que dans ma vie antérieure, ma vie précédente, j'avais connaissance d'avoir vécu avant? Ça, c'est une question que je me pose. Mais je penserais, moi, que d'après ce qu'on peut savoir maintenant, c'est que si tu as répété ta vie comme ça, hein, tu ne pouvais pas savoir que tu étais ce que tu avais été. En d'autres mots, que tu savais la cause de tes problèmes. Parce que si tu avais su la cause de tes problèmes, tu l'aurais réglé. Et maintenant, tu sais beaucoup plus la cause de ton problème et c'est pour ça que tu peux la régler. Mais il y a des choses que j'ai réglées. Il y en a d'autres qui restent à régler. Oui, mais c'est possible que d'autres choses, d'ici à la fin de ta vie, vont surgir, vont sortir. Est-ce qu'on peut dire que plus on vit de vie, plus on devient parfait?
Oui, mais c'est pas tellement le nombre, parce que le nombre, c'est à peu près actuellement, d'après les régressions, là, c'est 52 à peu près. On peut vivre jusqu'à 52 vies. 52 années entre les vies, puis on répète très récemment, là, on vient très souvent, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, les gens en prennent beaucoup. Et c'est surtout la raison pour laquelle ils viennent, d'ailleurs, parce que c'est très difficile de vivre actuellement. C'est curieux, on pense pas à ça, on pense qu'au contraire, il faut venir quand c'est beau, quand c'est le fun. Mais c'est le contraire qu'ils font. C'est parce qu'ils viennent ici pour apprendre des leçons. Et que c'est pas le nombre de vies qui est important, c'est le nombre de leçons que tu apprends. Qui peut vivre des vies antérieures? Moi, j'ai pas l'impression d'en avoir vécu, peut-être parce que je n'ai pas cherché, mais est-ce qu'on en vit tous? Oui, mais je sais pas si... je ne vais pas répondre pour les autres, là, mais tu vas leur donner une chance. Non, mais allez-y. Okay. Mais je pense que c'est pas nécessairement des flashs dramatiques que tu vas avoir, mais d'un coup, tu as une intuition. Et tu penses que ça vient peut-être de quelqu'un d'autre, mais ça peut venir de ton fond à toi. Ton fond que tu n'as pas encore fait surgir, que tu n'as pas épuisé dedans, là. Ouais, c'est ce qu'on appelle le déjà-vu, ça? Déjà-vu, ça peut être un incident que tu as vu et qui débloque toutes sortes de choses. Ça peut arriver dans un rêve, même. C'est peut-être un des indices de la vie antérieure. Mais il y a autre chose. Il y a, par exemple, le fait que tu découvres un talent que tu ne savais pas que tu avais. Et qui était caché là. On choisit nos vies. Hein? Oui. Quand on est sorti de notre corps, on choisit où on veut revenir. C'est ce qui fait que, d'ailleurs, on se retrouve souvent avec des parents ou des amis. On a d'autres relations avec ces gens-là. Celui qui était mon père pourrait être mon fils ou mon pire ennemi dans une autre vie. Et ça donne un sens d'une famille universelle. Moi, la façon dont je compare ça, c'est un peu comme une troupe de théâtre qui vient. Disons que vous êtes 12 joueurs, 12 acteurs, et vous jouez 3 pièces à travers la province. Vous allez jouer plusieurs rôles, mais vous allez toujours être ensemble. C'est un peu ça. Il y a une sorte de groupe qui s'est créé, là, puis vous revenez avec ce groupe-là, mais pas les mêmes rôles, donc vous ne reconnaissez pas nécessairement les mêmes personnes. Est-ce qu'on peut dire que les enfants... Vous sentez qu'il y a des liens. Oui, est-ce qu'on peut dire que les enfants prodiges, c'est parce qu'ils ont eu plusieurs vies antérieures, puis déjà, ils partent au départ avec un J'ai l'impression que bagage. Mozart a fait ses gammes avant, moi, parce que franchement, il fait des sonates parfaites dès le début. C'est pas explicable, ça. Êtes-vous plus heureux dans cette vie actuelle que dans vos vies antérieures, Gilles? Oui. Parce que si on contemple cette vie-ci ou nos vies passées, on essaie de s'améliorer, puis de vie en vie, c'est de mieux en mieux. Mais si on vit en ignorant, là, puis qu'on fait mal aux autres, puis qu'on cause du tort aux autres, mais ça va aller C'est une leçon à reprendre. Hein? De mal en pis. Donc, il faut être conscient de ce qu'on fait. Qui serez-vous dans votre vie future? Je suis en train de la faire actuellement, je ne le sais pas. Qui aimeriez-vous être? Toi. Wayne Gretzky. Bon, le hockey qui revient. Et vous, êtes-vous plus heureuse dans cette vie-ci que dans les vies antérieures? Bien, je suis heureuse de savoir que je sais. Avant, je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'avais connaissance de mes vies antérieures dans les vies précédentes. Alors. Mais ça apporte énormément de savoir. Et votre vie future, quelle sera-t-elle? Je ferai un pas en avant, ça c'est certain. On peut dire que le futur sera ce que tu fais présentement. Moi, c'est la suite, la conséquence de ce que tu fais. Comme aujourd'hui, disons que tu fais quelque chose de pas tellement parfait, demain, tu vas en souffrir. C'est exactement ça. On dit que le passé est garant de l'avenir, donc on fait ça tout le temps, en fait. On vit ces choses-là tout le temps, sauf que là, on voit ça sur un plan plus grand, mais en fait, à chaque jour, on prépare le lendemain. Et des lendemains qui peuvent être à beaucoup de conséquences. On ne sait jamais d'avance ce qu'on fait, vraiment. Comme on étudie l'histoire pour savoir, comprendre ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est un peu la même chose. On fait notre histoire de demain. Quand vous vivez des vies antérieures, ce sont des flashs qui durent quelques secondes, ou si vous vivez pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, riche terrien en Espagne ou fille de matelot? C'est des méditations. Moi, en méditation, c'est des visions, même des films qui me passent devant l'esprit, puis que je vois des grandes fresques. Alors, tu les as pas en dehors. Quand tu sors dans ton état normal, là, tu les as pas. C'est quand tu es en état de réflexion. De réflexion, de contemplation et méditation que ça vient. Donc, ce sont des flashs, ça ne dure pas très longtemps. Ça peut durer longtemps. Je pense que plus on est en contact avec son jeu profond, là, plus on sent des choses. Mais si pas des années. Surface, là. Vous ne vous prenez pas pour un riche terrien pendant 2 ans, 3 ans, quand même. Non. C'est en méditation, mais ça, si ça m'est venu, c'est pour comprendre ma relation avec ma femme et ma fille. Par exemple, moi, je viens d'écrire un roman là, à temps plein, 40 à 50 heures semaine pendant plus d'1 an. Mais pendant tout ce temps-là, j'ai revécu ce que j'avais été avant, parce que ce roman-là parle de mes vies antérieures. Il y a un autre aspect que j'avais voulu dire quand je trouvais que ça me donnait quelque chose de croire à ces choses-là. C'est que ça me donne l'expérience qu'on est toute une seule famille humaine et que tu peux plus blâmer personne, des Juifs,
les Libanais, les Américains, n'importe. Tu peux plus faire ça parce que tous ces gens-là ont été une partie de toi à un moment donné. Alors, tu es comme toujours avec la grande famille et ça te rend beaucoup plus respectueux. Tu peux pas dire il y a eux puis nous. Ça n'existe plus à un moment donné. À un certain niveau, c'est dépassé. Et si c'était vrai, les vies antérieures, comment peut-on les expliquer? Alors, ceux qui ne croient pas en l'existence des vies antérieures vont vous dire que tout ce que vous nous avez raconté, là, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la mémoire anormale. C'est-à-dire c'était un flash un jour que vous avez eu, qui est resté dans votre subconscient, puis c'est ressorti. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, les vies antérieures, c'est subjectif, puis la science, je pense pas qu'elle peut prouver ça. Mais la science pourrait peut-être expliquer que moi, à l'âge de 15 ans, quand j'ai vu un piano pour la première fois, j'ai commencé à jouer. Quand j'entends quelque chose, je peux le jouer sur le piano tout de suite, par l'oreille, je lis pas la musique. À 17 ans, j'ai commencé, je parlais pas l'anglais. Quand j'ai déménagé en Ontario, j'ai parlé l'anglais en 3 jours. Parfaitement. Je parle sans accent, puis les gens me demandent en 3 jours. Puis les gens me demandent si je viens pas d'Angleterre ou d'Australie. Ouais. Ça, c'est une méthode qu'il faudrait que vous nous expliquiez. Méthode Graton. Lisa Carducci, Moi, on veut bien vous croire, mais c'est un peu difficile à croire. J'ai pas eu ces coups de génie-là, mais Einstein, quand il parlait de la relativité, disait c'est les autres qui ont besoin de preuves, moi, j'en ai pas besoin. Alors, c'est la même chose dans mon cas. Moi, je sais que ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Avez-vous une preuve scientifique, Placide? Non, il n'y a pas de preuve scientifique dans ça. Il ne faut pas en attendre. C'est la foi. Bien, c'est l'expérience, pas la foi. Exactement. Quand tu expérimentes quelque chose, tu le sais.